Le milliardaire pensait que rien ne le surprendrait plus dans cette vie. Il a engagé une mère célibataire pour s'occuper de ses jumeaux handicapés. Mais en la voyant avec eux, quelque chose a brisé la froideur de son cœur solitaire. Ce qu'il a témoigné ce jour-là a tout changé à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le manoir des Dufresne s'élevait majestueusement contre le ciel du soir, ses fenêtres miroitantes, reflétant le soleil couchant comme des yeux vides d'émotion. Richard Dufresne observait les jardins méticuleusement entretenus à travers la fenêtre de son bureau, un verre de whisky intact sur son bureau en acajou. Le silence n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge ancienne, héritage familial, marquant le temps comme si elle comptait les absences qui habitaient ce lieu. À l'étage supérieur, les jumeaux Michel et Gabriel restaient dans leurs chambres adaptées, entourés d'équipements modernes et de toute la technologie que l'argent pouvait acheter. À 16 ans, leurs esprits brillants étaient emprisonnés dans des corps qui refusaient d'obéir. La paralysie cérébrale les maintenait dans des fauteuils roulants spéciaux, incapables d'exprimer verbalement leurs pensées, mais leurs yeux. Ah, leurs yeux racontèrent des histoires que les mots n'auraient jamais pu exprimer. Monsieur Dufresne. La voix de Charlotte, la gouvernante, résonna dans le couloir. La nouvelle infirmière vient de démissionner. Richard ferma les yeux, sentant le poids familier de la frustration. C'était la 5e en moins de 3 mois. Toutes arrivaient avec des promesses et des diplômes impressionnants, mais partaient rapidement, incapables de faire face à l'intensité du travail et à l'atmosphère mélancolique qui imprégnait le manoir. « Contactez l'agence à nouveau », répondit-il, sa voix portant la fatigue de celui qui connaissait déjà le cycle interminable d'embauche et de démission. « Monsieur ». Charlotte hésita, ses mains tordant son tablier d'un blanc impeccable. « Peut-être que cette fois nous pourrions essayer quelque chose de différent. J'ai une nièce, elle n'a pas de formation spécifique, mais elle a de l'expérience avec les enfants à besoins particuliers et... » Non. La réponse fut sèche, tranchante. Mes fils ont besoin de professionnels qualifiés. Mais en prononçant ces mots, quelque chose en lui se demandait. De quoi ses fils avaient-ils vraiment besoin? Les qualifications et les diplômes n'avaient apporté aucun progrès. Les garçons restaient isolés dans leur monde particulier, répondant de moins en moins aux stimuli. Dans le salon, Hélène, sa belle-sœur, feuilletait distraitement un magazine de décoration. Elle était le seul lien qui restait avec Caroline, son épouse décédée, et elle tenait à le rappeler à chaque occasion. Sa présence constante au manoir était à la fois une bénédiction et une malédiction, un rappel vivant de ce qui avait été perdu. « J'ai entendu parler de l'infirmière », commenta-t-elle sans lever les yeux de son magazine. « Peut-être est-il temps d'envisager cette clinique spécialisée dont je t'ai parlé. » Richard sentit sa mâchoire se crisper. La suggestion d'institutionnaliser les jumeaux était récurrente, toujours présentée avec une préoccupation artificiellement douce qui dissimulait à peine d'autres intentions. « Mes fils resteront à la maison, Hélène. Ce sujet est clos. » Ce soir-là, après s'être assuré que les garçons étaient bien installés, Richard s'accorda un moment de vulnérabilité dans son bureau. Les photographies au mur semblaient l'observer. Caroline radieuse dans sa robe de mariée, les premiers moments avec les jumeaux encore à la maternité, des instants figés d'un bonheur qui semblait appartenir à une autre vie. C'est alors que Charlotte frappa de nouveau à la porte, cette fois avec un dossier à la main. « Monsieur, avant d'écarter ma suggestion, regardez simplement ce CV. Elle n'a peut-être pas de diplômes impressionnants, mais elle a quelque chose que les autres n'avaient pas. »« Et qu'est-ce que ce serait ?» demanda Richard, sa voix portant une note d'incrédulité. « Un amour véritable pour ce qu'elle fait. Et parfois, monsieur, c'est de cela dont nous avons le plus besoin, plus que de n'importe quel diplôme. » Richard prit le dossier, plus pour clore la conversation que par réel intérêt. Mais en l'ouvrant, ses yeux furent captivés par la simple photographie attachée au CV. Le visage de Laure Martin, 32 ans, regardait l'objectif avec une sérénité qui semblait déplacée dans le monde actuel. Ses yeux transmettaient une force tranquille, une détermination qui allait au-delà des mots imprimés sur le papier. Cette nuit marquerait le début d'une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Les rouages du destin commençaient à s'activer, faisant ressurgir des vérités longtemps enfouies sous des couches de silence et de conventions sociales. « Laure Martin »
ajusta la bandoulière de son sac usé en franchissant les imposants portails du manoir des Dufresne. Son cœur battait rapidement, non pas à cause de la grandeur du lieu, mais à cause de la responsabilité qu'elle pourrait assumer. Après des années à travailler dans une crèche communautaire, particulièrement avec des enfants nécessitant des soins spéciaux, elle savait que cette opportunité pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi celle d'autres personnes. Le jardin impeccable contrastait avec ses sandales simples, et pendant un moment, elle hésita. Les paroles de Charlotte résonnaient dans son esprit. « Sois toi-même, Laure, c'est ce qui fait la différence. » La gouvernante avait été son salut, lui offrant cette chance alors que tout semblait perdu. « Vous devez être Laure. » La voix grave et formelle de Richard Dufresne la surprit. Il l'observait du haut de l'escalier, sa posture rigide révélant des années d'autorité incontestée. « Oui, monsieur Dufresne. » Elle répondit, maintenant un regard ferme malgré sa nervosité. « Je vous remercie pour cette opportunité de... »« Suivez-moi, » l'interrompit-il, tournant les talons. « Je veux que vous rencontriez mes fils avant toute décision. » En montant les escaliers, Laure pouvait sentir les regards des employés qui passaient, certains curieux, d'autres sceptiques. Dans le salon, une femme élégante les observait avec une désapprobation à peine dissimulée. « Hélène, ma belle-sœur, » présenta brièvement Richard. « Elle aide à s'occuper des garçons. » Hélène se contenta d'acquiescer, ses yeux étudiant Laure avec un intérêt calculateur qui lui glaça l'échine. Il y avait quelque chose de prédateur dans ce regard, une hostilité voilée que Laure ne pouvait comprendre. En entrant dans la chambre des jumeaux, Laure sentit son cœur se serrer. Les deux adolescents étaient dans leur fauteuil roulant, tournés vers la fenêtre. Michel, identifié par son bracelet bleu, avait les doigts entrelacés sur ses genoux. Gabriel, avec son bracelet vert, gardait la tête légèrement inclinée sur le côté. Au lieu de s'adresser d'abord à Richard ou d'essayer de l'impressionner avec des connaissances techniques, Laure fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle s'agenouilla entre les fauteuils des garçons, se mettant à leur hauteur. « Bonjour, Michel. »« Bonjour, Gabriel, » dit-elle doucement, sa voix portant une tendresse naturelle. « Est-ce que je peux rester un peu avec vous ?» C'était un geste simple, mais chargé de sens. Pour la première fois, quelqu'un s'adressait directement à eux. Non, pas comme des patients ou des problèmes à résoudre, mais comme des personnes. Le silence qui suivit était différent des autres. Il n'était pas chargé d'attente ou de jugement, mais d'une connexion qui commençait à se former. Michel bougea légèrement les doigts, un mouvement presque imperceptible pour qui n'aurait pas été attentif. Gabriel, quant à lui, tourna le visage de quelques millimètres vers la voix de Laure. « Ils ont répondu », murmura Hélène, sa voix trahissant la surprise et quelque chose d'autre, de l'inquiétude. Laure continua, ignorant les adultes autour d'elle. Elle commença à parler du jardin qu'elle avait vu dehors, décrivant les couleurs et les formes, avec une vivacité qui donnait vie aux mots. Ses gestes étaient doux, naturels, comme si elle conversait avec de vieux amis. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Gabriel, qui réagissait rarement aux étrangers, fit un geste timide de la main droite, 3 doigts se fermant et s'ouvrant lentement. Le cœur de Laure s'arrêta un instant. Ce geste, c'était impossible. C'était le même qu'elle utilisait avec son fils des années auparavant, leur petit code personnel pour dire « je t'aime bien ». Mais comment? Pourquoi? C'est inhabituel, commenta Richard, sa voix trahissant un mélange d'espoir et d'incrédulité. Habituellement, ils ne réagissent pas ainsi avec les nouvelles personnes. Laure se ressaisit rapidement, bien que son esprit fût en plein tourment. « Chaque personne a sa propre façon de communiquer », répondit-elle, gardant une voix calme. « Parfois, nous devons simplement être vraiment présents pour percevoir les signes. » À ce moment-là, quelque chose changea dans l'atmosphère du manoir. C'était comme si une brise fraîche avait traversé les sombres couloirs, apportant avec elle la promesse d'un changement. Richard observait la scène avec un intérêt renouvelé, tandis qu'Hélène se retirait silencieusement de la pièce, ses talons résonnant dans le couloir comme un présage de tempête. Les jours au manoir des Dufresne commencèrent à prendre une nouvelle routine avec la présence de Laure. Elle arrivait toujours avant le lever du soleil, apportant avec elle une énergie qui semblait illuminer les couloirs sombres. Ces matinées étaient consacrées à Michel, tandis que les après-midi appartenaient à Gabriel, une division qu'elle avait établie pour accorder une attention individuelle à chacun des jumeaux. Durant l'une de ces matinées, en aidant Michel
À faire ses exercices de physiothérapie, Laure remarqua quelque chose de particulier. Une petite cicatrice en forme de demi-lune à la base du cou du jeune homme, identique à celle que son fils perdu possédait. Son cœur s'accéléra, mais elle garda sa composition, continuant les mouvements doux avec les jambes de l'adolescent. « Vous allez bien ?» demanda Charlotte, remarquant sa soudaine pâleur. « Oui, juste un peu fatiguée », mentit Laure, essayant d'éloigner les souvenirs que cette marque avait fait ressurgir. Des souvenirs d'une maternité publique, 16 ans plus tôt, quand elle s'était réveillée seule dans une chambre froide, apprenant que son bébé n'avait pas survécu aux complications de l'accouchement. De l'autre côté du manoir, Hélène observait l'interaction à travers la caméra de sécurité installée dans la chambre des garçons. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table de son ordinateur portable, tandis qu'elle recherchait inlassablement des informations sur le passé de Laure Martin. Quelque chose chez cette femme la dérangeait profondément, comme une musique, discordante dans une symphonie parfaite. « Tu es obsédée », commenta Richard, la surprenant dans son bureau improvisé. « Je protège notre famille », rétorqua Hélène, fermant rapidement l'écran de l'ordinateur. « Tu ne trouves pas ça étrange ?» Les garçons n'ont jamais répondu comme ça à personne auparavant. Et cette femme, il y a quelque chose chez elle qui ne me convainc pas. Richard soupira, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. « Les garçons progressent, Hélène. Pour la première fois depuis des années, je vois de l'espoir dans leurs yeux. Et ça ne te fait pas peur ?» Hélène se leva, ses yeux brillants d'une intensité fébrile. « Caroline m'a fait confiance pour protéger les garçons. Je lui ai promis, Richard. J'ai promis que rien de mal ne leur arriverait. » La mention du nom de Caroline fit se raidir Richard. Son épouse, si jeune et pleine de vie, rêvait de voir ses fils grandir. Maintenant, tout ce qui restait d'elle était des photographies sur les murs et des souvenirs qui s'estompaient avec le temps. Pendant ce temps, dans la chambre des jumeaux, Laure découvrait de petits trésors cachés. Une petite voiture de jouets ancienne, identique à celle qu'elle gardait dans une boîte chez elle, cadeau qu'elle avait acheté pour son fils avant même sa naissance. La coïncidence était trop troublante pour être ignorée. Gabriel, toujours plus introspectif que son frère, commença à montrer une connexion spéciale avec Laure. Ses yeux la suivaient à travers la pièce et ses doigts répétaient plus fréquemment ce geste ouvrir et fermer 3 fois qui l'intriguait tant. « Vous utilisiez aussi ce geste avec votre fils ?» demanda Charlotte un jour, prenant Laure par surprise. « Comment savez-vous à propos de mon fils ?» La gouvernante sourit avec gentillesse. « Vous lui parlez pendant votre sommeil, durant vos siestes à l'heure du déjeuner. Vous parlez de promesses et de retrouvailles. » Laure sentit les larmes se former, mais les retint. Ce n'était pas le moment de s'abandonner aux émotions. Les garçons avaient des besoins d'elle fortes, présentes, concentrés sur leur progrès. Dans sa chambre le soir, Hélène fouillait dans d'anciennes boîtes de documents, des coupures de journaux jaunis, des dossiers hospitaliers, tout en rapport, avec cette nuit d'il y a 16 ans. Ses doigts tremblaient en touchant chaque papier, comme s'il pouvait la brûler. Une enveloppe en particulier attira son attention. Elle contenait des photographies du jour de la naissance des jumeaux. « Que cherches-tu » La voix de Richard la fit sursauter. « Rien », répondit-elle rapidement, cachant les documents. « Juste des souvenirs. » Mais Richard n'était plus le même homme absorbé par sa douleur. La présence de Laure avait éveillé quelque chose en lui, un désir de vérité peut-être. Il s'approcha de sa belle-sœur et, d'un geste rapide, saisit l'une des photographies qu'elle tentait de cacher. L'image montrait Caroline dans la salle d'accouchement, entourée de médecins. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette photo, quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Dans le coin du cadre, partiellement coupé, se trouvait une couveuse avec un numéro. 3. Pourquoi y a-t-il 3 couveuses sur la photo, Hélène ? Sa voix sortit comme un murmure tendu. Michel et Gabriel n'étaient que 2. Le visage d'Hélène perdit toute couleur. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun son n'en sortit. À ce moment, le passé qu'elle s'était tant efforcée de garder, enterré, commençait à émerger, comme un corps submergé qui refait finalement surface. Les progrès des jumeaux sous les soins de Laure étaient remarquables. Michel commença à esquisser des sourires, petits, presque imperceptibles, mais réels. Gabriel développa son propre système de communication par clignement d'yeux, 1 pour oui, 2 pour non. Le manoir, auparavant plongé dans une atmosphère
lourde de résignation, commençait à respirer l'espoir. Richard passait de plus en plus de temps à observer l'interaction de Laure avec ses fils. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont elle touchait les cheveux des garçons, comme si ses mains gardaient en mémoire des gestes similaires. À l'un de ces moments, il la surprit à fredonner une ancienne berceuse, la même que Caroline avait l'habitude de chanter pendant sa grossesse. « Où avez-vous appris cette chanson ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une émotion contenue. Laure se figea un instant, ses mains s'arrêtant au milieu d'un mouvement. « Ma mère avait l'habitude de me la chanter », répondit-elle après une pause. « C'est une vieille chanson, transmise, de génération en génération dans ma famille. » Mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, une ombre de douleur que Richard reconnut. C'était le même regard qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Le regard de quelqu'un qui portait des pertes trop profondes pour être mises en mots. Pendant ce temps, Hélène intensifiait son enquête sur le passé de Laure. Sur son ordinateur, des pages et des pages de dossiers hospitaliers, d'anciens reportages et de documents officiels dressaient un tableau inquiétant. Il y a 16 ans, dans le même hôpital où Caroline avait accouché, il y avait eu le cas d'un bébé disparu, le fils d'une jeune mère célibataire, qui avait été déclaré comme n'ayant pas survécu. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert », chuchota Hélène au téléphone, parlant à quelqu'un dont elle gardait l'identité secrète. « Cette femme, elle pourrait être… » L'appel fut interrompu par l'entrée brusque de Charlotte dans le bureau. La gouvernante portait dans ses mains une vieille boîte trouvée pendant le nettoyage du grenier. « Madame Hélène, j'ai trouvé quelque chose que vous voudriez peut-être voir. » Dans la boîte, un journal intime. L'écriture délicate de Caroline remplissait page après page de ses pensées les plus intimes durant sa grossesse. Les dernières annotations, faites à la hâte, révélaient son anxiété croissante. « Quelque chose ne va pas », disait une entrée. Les médecins chuchotent dans les couloirs. 3 battements. 3. Mais ils ne parlent que de jumeaux. Hélène ferma le journal avec force, son visage un masque de panique mal contenu. « Cela ne signifie rien », déclara-t-elle, mais sa voix tremblait. Caroline était confuse sous l'effet de médicaments. Dans la chambre des garçons, Laure aidait Gabriel dans ses exercices quand quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'adolescent, concentré dans un effort visible, bougea ses lèvres différemment. Ce n'était pas juste un mouvement réflexe, il y avait une intention. « Laure », murmura-t-il, si bas que cela aurait pu être imaginaire. Elle sentit son cœur s'arrêter. En 16 ans, selon les dossiers médicaux, Gabriel n'avait jamais prononcé un seul mot. Michel, de l'autre côté de la pièce, commença à s'agiter dans son fauteuil, ses doigts répétant frénétiquement le geste qui intriguait tant Laure, ouvrir et fermer 3 fois. Richard, qui assistait à la scène depuis la porte, sentit ses jambes faiblir. C'était comme si un voile commençait à se lever, révélant des vérités longtemps enterrées sous des couches de mensonges bien construits. Cette nuit-là, alors que le manoir dormait, Laure resta éveillée dans sa petite chambre au fond de la propriété. Sur son lit, elle étala ses propres souvenirs. Un bracelet de maternité jauni par le temps, un test de grossesse positif gardé comme une relique et une photographie floue d'une échographie où 3 petits points pulsants pouvaient être vus. Ses doigts tremblaient en touchant chaque objet, comme s'ils pouvaient se transformer en poussière à tout moment. Dans son esprit, des questions sans réponse dansaient en un tourbillon torturant. Pourquoi les jumeaux répondaient-ils aux mêmes gestes qu'elle avait créés pour son fils perdu? Pourquoi Gabriel, qui n'avait jamais parlé auparavant, avait-il réussi à prononcer son nom? Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Par l'entrebâillement de la porte, elle vit Hélène se déplacer furtivement vers la bibliothèque, portant un dossier volumineux. Ses instincts lui criaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait changer à jamais le destin de tous dans cette maison. Dans la bibliothèque du manoir, Hélène fouillait frénétiquement dans un vieux dossier en cuir. Des documents jaunis s'échappaient entre ses doigts tremblants, s'éparpillant sur la table en acajou. Sa respiration entrecoupée était le seul son qui brisait le silence de l'aube. « Vous cherchez quelque chose ?»« De précis ?» La voix de Laure trancha l'air comme une lame affûtée. Hélène pivota brusquement, des papiers volant autour d'elle. « Comment vous… Que faites-vous ici ?»« La même chose que vous, j'imagine. Je cherche des réponses. » Laure avança de quelques…
pas ses yeux fixés sur les documents éparpillés. Parmi eux, elle reconnut un en-tête familier. Hôpital Sainte-Claire, le même où son fils n'avait supposément pas survécu. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites », siffla Hélène, essayant de rassembler les papiers précipitamment. « Il y a des choses qui doivent rester enterrées. »« Comme un troisième bébé ?» demanda Laure, sa voix chargée d'un calme qu'elle ne ressentait pas. « Comme des dossiers hospitaliers modifiés ?» Le visage d'Hélène perdit toute couleur. « De quoi parlez-vous ?»« Le journal de Caroline. Je l'ai trouvé avant vous, Hélène. J'ai lu à propos des 3 battements de cœur. J'ai lu à propos des chuchotements dans les couloirs de l'hôpital. Et maintenant, je vous vois, au milieu de la nuit, détruire des preuves. » Un bruit à la porte fit se retourner les 2 femmes. Richard se tenait là, son visage un masque de choc et de compréhension croissante. Dans ses mains, il tenait le journal de Caroline. « Tu savais ?» Sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Tout ce temps, Hélène, tu savais ?» Hélène recula, jusqu'à s'adosser à la bibliothèque, comme un animal traqué. « J'ai fait ce qui devait être fait. Caroline était faible, les bébés étaient prématurés. L'hôpital, il y avait des complications, des procès en cours. Ils avaient besoin d'une solution. »« Une solution ?» Laure avança, ses mains tremblantes. « C'est comme ça que vous appelez ça. Voler un bébé à sa mère, falsifier des certificats de décès. » Richard chancela, comme s'il avait reçu un coup physique. Ses yeux allaient d'Hélène à Laure, reliant des points qui avaient été devant lui pendant toutes ces années. « Le test ADN, » murmura-t-il. « C'est pour ça que tu as toujours empêché que nous fassions des tests sur les garçons. Ce n'était pas à cause des coups émotionnels, comme tu disais. C'était parce qu'elle savait que je pourrais apparaître un jour, » compléta Laure, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Parce que quelque part dans un registre, la vérité existait encore. Hélène s'effondra dans un fauteuil proche, son visage enfoui dans ses mains. « Vous ne comprenez pas. L'hôpital était au bord d'un scandale. D'autres bébés, d'autres cas. Caroline ne pouvait pas savoir. Elle était si heureuse avec les jumeaux. Et quand elle nous a quittés, j'ai juré que je protégerais ses fils. »« Ils sont aussi mes fils, » déclara Laure, sa voix gagnant en force. Ce geste que Gabriel fait, ouvrir et fermer les doigts 3 fois, je l'ai enseigné à mon bébé quand il était encore dans mon ventre. Je lui chantais chaque soir la même chanson que Caroline chantait, parce qu'ils étaient des triplés. N'est-ce pas, Hélène? Et vous avez aidé à les séparer. Richard traversa la bibliothèque à grands pas, saisissant le téléphone. Je vais appeler mon avocat maintenant. Et la police. Non! Hélène se leva d'un bond. Vous ne pouvez... cela détruirait tout. La mémoire de Caroline, la réputation de la famille. La vérité a déjà tout détruit, répondit Richard, sa voix chargée d'une douleur ancienne et d'une nouvelle détermination. Mais peut-être, juste peut-être, qu'elle peut aussi reconstruire. À l'étage, comme s'il sentait la tempête qui se déroulait dans la bibliothèque, Michel et Gabriel étaient éveillés dans leur chambre. Leurs doigts bougeaient en parfaite synchronie. Ouvrir et fermer, 3 fois. Un code d'amour qui avait traversé 16 ans de séparation, reliant une mère au fils qu'elle pensait avoir perdu. Laure monta les escaliers en courant, son cœur battant au même rythme que ses pas. En ouvrant la porte de la chambre des garçons, elle les trouva éveillés, leurs yeux brillants d'une compréhension qui transcendait les mots. Elle s'agenouilla entre leurs fauteuils, comme elle l'avait fait le premier jour, mais cette fois, elle laissa librement couler ses larmes. « Mes garçons, » murmura-t-elle, touchant leur visage de mains tremblantes. « Mes fils. » Le matin arriva. Au manoir des Dufresne, apportant avec lui une atmosphère de transformation. Le bureau de Richard était occupé par des avocats et des enquêteurs privés, chacun d'eux penché sur des piles de documents qu'Hélène avait tenté de détruire la nuit précédente. Laure restait aux côtés des garçons, comme si elle craignait qu'ils puissent disparaître à nouveau si elle les quittait ne serait-ce qu'une seconde. Michel et Gabriel répondaient à sa présence de manière subtile mais indéniable, un mouvement de tête ici, un léger sourire là, leurs doigts répétant ce geste spécial qui portait désormais encore plus de signification. « Les documents sont concluants », annonça Thibault, l'avocat de la famille, retirant ses lunettes avec un lourd soupir. Le système à l'hôpital était plus vaste que nous l'imaginions. Hélène n'a pas agi seule.
Richard, assis dans son fauteuil en cuir, semblait avoir vieilli d'une décennie en une seule nuit. Qui d'autre était impliqué? Docteur Moreau, l'obstétricien qui a réalisé l'accouchement, et quelques administrateurs de l'hôpital. Apparemment, ce n'était pas un cas isolé. Il y a eu d'autres bébés, d'autres familles. Laure, qui venait d'entrer dans le bureau, sentit ses jambes faiblir. Richard se leva rapidement pour la soutenir, la guidant vers une chaise proche. Ce geste attentionné ne passa pas inaperçu, c'était la première fois qu'il la touchait. « Comment allons-nous le dire aux garçons ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Ils ont déjà tant souffert. »« Ils savent déjà, » répondit doucement Richard. « D'une certaine façon, ils ont toujours su. C'est pour cela qu'ils t'ont répondu dès le premier instant. Le sang, l'amour, trouve toujours son chemin. » À l'étage, Charlotte supervisait le retrait des affaires d'Hélène de la chambre qu'elle occupait. La belle-sœur de Richard avait été emmenée pour témoigner. Son expression un mélange de défaite et de soulagement quand les voitures de police étaient arrivées. « Les garçons ont besoin de leur séance de kinésithérapie », rappela doucement Charlotte entrant dans le bureau. Et le docteur Pierre est arrivé pour l'évaluation orthophonique. La routine commençait à s'établir, même au milieu du chaos de la révélation. Laure et Richard convinrent que la stabilité était fondamentale pour Michel et Gabriel. Les séances de thérapie continueraient. Les horaires seraient maintenus, mais maintenant avec une nouvelle énergie, un nouveau but. « Ils sont plus forts que nous ne le pensions », commenta le docteur Pierre après son évaluation. « Les progrès récents sont remarquables. La connexion émotionnelle. C'est comme si quelque chose s'était débloqué en eux. » L'après-midi, quand le soleil commençait à se coucher, Laure trouva Richard dans le jardin, regardant la fontaine où Caroline avait l'habitude de s'asseoir pour lire. Elle s'approcha avec hésitation, respectant ce moment de réflexion. « Elle aurait été heureuse », dit-il sans se retourner. Caroline disait toujours qu'il y avait plus d'amour dans son cœur que pour seulement 2 bébés. Maintenant, je sais pourquoi. « Richard, » commença Laure, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne veux prendre la place de personne. Les garçons ont une histoire avec vous, une vie construite ici, et ils t'ont, toi, l'interrompit-il, se tournant finalement pour la regarder. Ils ont ton amour, qui a traversé 16 ans de séparation et a trouvé son chemin de retour. Il ne s'agit pas de remplacer, Laure. Il s'agit d'additionner. » Dans la chambre des garçons, la lumière du soir peignait des ombres dorées sur les murs. Laure s'assit entre les 2 fauteuils roulants, comme elle l'avait fait tant de fois au cours des derniers mois, mais maintenant avec la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. « Vous savez quoi ?» commença-t-elle, sa voix douce remplissant l'espace. « Quand j'étais enceinte, je rêvais de 3 petites étoiles dans le ciel, toujours 3. Et même quand on m'a dit que j'avais perdu mon bébé, j'ai continué à voir ces 3 étoiles chaque nuit. Maintenant, je sais pourquoi. » Michel bougea sa main, touchant légèrement le bras de Laure. Gabriel, à son propre rythme, réussit à esquisser un son qui ressemblait à un rire. C'était comme si l'univers conspirait pour réunir ce qui n'aurait jamais dû être séparé. Cette nuit-là, pour la première fois en 16 ans, le manoir des Dufresne n'était pas seulement une maison luxueuse et silencieuse. C'était un foyer en reconstruction, où l'amour trouvait de nouveaux chemins pour s'épanouir, et où 3 étoiles brillaient enfin ensemble à nouveau dans le même ciel. Les jours qui suivirent les révélations apportèrent une vague de changements. Au manoir des Dufresne, l'ancienne aile médicale, autrefois froide et impersonnelle, fut complètement réaménagée sous la supervision de Laure. Les murs gagnèrent des couleurs vibrantes et les équipements furent réorganisés de façon à créer un environnement plus accueillant. « Nous avons besoin de plus de lumière », insista Laure, tout en supervisant l'installation de grandes fenêtres panoramiques. « Les garçons ont besoin de sentir le soleil, de voir le jardin, de faire partie du monde extérieur. » Richard observait les transformations avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Chaque changement semblait souligner les années où il avait maintenu ses fils isolés, protégés dans une bulle qui emprisonnait plus qu'elle ne préservait. « Ne te torture pas », dit doucement Laure, remarquant son expression. « Tu as fait ce que tu croyais être le mieux à l'époque. Maintenant, c'est le moment de regarder vers l'avant. » L'arrivée d'une nouvelle équipe médicale apporta des perspectives encourageantes. La DRE Mélanie, spécialiste en neuroplasticité,
fut particulièrement intriguée par les progrès des jumeaux. « C'est fascinant », commenta-t-elle lors d'une réunion avec Laure et Richard. La connexion émotionnelle qu'ils ont établie est littéralement en train d'ouvrir de nouvelles voies neurales. Le cerveau a une capacité incroyable d'adaptation quand il trouve les bons stimuli. Gabriel, en particulier, présentait des avancées surprenantes dans la communication. Après avoir réussi à prononcer le nom de Laure, d'autres mots commencèrent à apparaître. Petits, hésitants, mais chargés de sens. Oh, oui, papa. Chaque nouveau mot était célébré comme une précieuse victoire. Michel, quant à lui, découvrit une passion inattendue pour la musique. Laure avait apporté un petit clavier adapté, et ses mains, auparavant agitées, trouvèrent un but dans les touches. Des notes isolées commencèrent à former des mélodies simples, et ses yeux brillaient d'une joie nouvelle lorsqu'il réussissait à reproduire une séquence correcte. « Il a toujours été le plus musical », commenta Richard un jour observant son fils jouer. Caroline jouait du piano pendant sa grossesse. Elle disait qu'elle sentait les bébés bouger davantage quand il y avait de la musique. Laure sourit, s'asseyant à côté de Michel. « Je chantais aussi beaucoup pendant ma grossesse, surtout une chanson spécifique. » Comme s'il répondait à une réplique, Michel commença à jouer les premières notes de cette même berceuse, la mélodie qui reliait passé et présent, mère et fils, à travers le temps et la distance. La nouvelle concernant le système mis en place à l'hôpital commença à prendre des proportions plus importantes. D'autres familles apparurent, d'autres histoires de bébés séparés vinrent à la lumière. M. Thibault coordonnait une équipe spéciale pour identifier et réunir les cas. « C'est comme si nous avions ouvert une boîte de Pandore », expliqua-t-il lors d'une réunion tendue. « Mais cette fois, ce qui s'échappe ne sont pas des mots, mais des vérités qui devaient venir à la lumière. » Charlotte, qui était devenue une alliée encore plus proche, commença à organiser des rencontres hebdomadaires dans le jardin du manoir. D'autres familles affectées par le système de l'hôpital étaient invitées à partager leurs histoires, créer des réseaux de soutien, reconstruire des morceaux perdus de leur vie. Il est important que les garçons voient qu'ils ne sont pas seuls dans ce parcours, expliqua-t-elle alors. Qu'il existe d'autres histoires, d'autres familles cherchant la guérison et la réconciliation. Un après-midi, en supervisant une séance de kinésithérapie, Laure trouva un album de photographies oublié dans l'un des tiroirs de la chambre des garçons. Les images montraient Caroline à différents moments de sa grossesse, son sourire radieux, ses mains caressant toujours le ventre qui abritait 3 vies. « Elle aurait été une mère merveilleuse », dit doucement Richard, trouvant Laure absorbée par les photographies. « Et maintenant je sais que tu l'es aussi. Nous pouvons être une famille différente, » répondit Laure les yeux embués. « Une qui honore le passé, tout en construisant un nouvel avenir. » Dans le jardin, Michel et Gabriel participaient à une séance de thérapie en plein air. Leurs visages tournés vers le soleil, leurs mains réalisant les exercices avec une détermination renouvelée. Le geste spécial, ouvrir et fermer les doigts 3 fois, était maintenant partagé par tous dans la maison, un symbole silencieux d'amour et d'appartenance. Le manoir des Dufresne, autrefois un monument à la douleur et à l'isolement, pulsait d'une nouvelle énergie. Les rires des thérapeutes se mêlaient au son du clavier de Michel, aux mots hésitants mais déterminés de Gabriel, aux pas empressés de Laure et Richard dans les couloirs, coordonnant les soins et planifiant l'avenir. Et c'était comme si l'espace physique lui-même répondait au changement, s'ouvrant à la lumière, à l'amour, aux possibilités que demain gardait. La vérité, bien que douloureuse dans sa révélation, avait apporté avec elle la chance d'un nouveau départ, pas seulement pour une famille, mais pour toutes les vies touchées par cette histoire extraordinaire de séparation et de retrouvailles. L'automne teinta le jardin du manoir de tons dorés et rouges, marquant le passage du temps depuis les grandes révélations. Laure avait déménagé dans un petit appartement annexé à la maison principale, une solution qui lui permettait de rester proche de ses fils tout en préservant l'indépendance nécessaire à la nouvelle dynamique familiale. Les matins commencèrent maintenant par une routine établie avec affection et dévouement. Michel et Gabriel étaient réveillés avec une musique douce, un mélange des mélodies que Michel commençait à créer au clavier et des anciennes berceuses qui portaient tant de signification. « C'est incroyable comme ils répondent à la musique », observa la Dreux Mélanie lors d'une séance d'évaluation, particulièrement quand ils jouent ensemble, Michel au clavier et Gabriel marquant le rythme avec ses mains. «
C'est comme si la musique débloquait quelque chose en eux. Richard, qui apprenait progressivement à abaisser ses propres barrières émotionnelles, commença à participer plus activement aux thérapies. Ses matinées au bureau furent réduites pour pouvoir accompagner les séances de kinésithérapie et ses soirées étaient consacrées à apprendre de nouvelles formes de communication avec ses fils. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir me sentir si complet », confia-t-il alors lors d'un des dîners qu'il partageait régulièrement désormais. « C'est comme si toutes ces années j'avais vécu à moitié, sans le savoir. » La présence d'Hélène planait encore sur le manoir, mais plus comme une ombre menaçante. Les enquêtes avaient révélé que ses actions, bien qu'impardonnables, étaient nées d'un lieu de douleur profonde et mal résolu. Elle avait perdu un enfant des années avant que Caroline ne tombe enceinte, une perte qu'elle n'avait jamais réussi à traiter correctement. « Je ne défends pas ce qu'elle a fait », expliqua alors au garçon lors d'une de leurs conversations nocturnes. « Mais nous pouvons choisir de ne pas porter de colère dans nos cœurs. Cela ne ferait que nous blesser davantage. » Gabriel, qui pouvait maintenant former des phrases courtes mais complètes, surprit tout le monde par sa réponse. Famille, nouvelle, meilleure. Les progrès des jumeaux continuaient d'étonner l'équipe médicale. Michel développa une méthode personnelle de composition utilisant des couleurs et des symboles pour représenter des notes musicales. Ces mélodies, bien que simples, portaient une émotivité qui touchait tous ceux qui les entendaient. Un après-midi, lors d'une des réunions dans le jardin avec d'autres familles affectées par le système de l'hôpital, une dame âgée s'approcha de Laure. Elle avait été infirmière à Sainte-Claire à l'époque des naissances. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas », confessa-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Mais à cette époque, la peur était plus grande que le courage. J'ai porté ce poids pendant toutes ces années. Laure prit les mains de la dame entre les siennes. L'important, c'est que maintenant la vérité est venue à la lumière, et avec elle, la chance de guérison pour tant de familles. Me Thibault poursuivait son travail inlassable d'identification et de réunion d'autres familles séparées. Chaque nouveau cas découvert apportait avec lui un mélange de douleur pour le temps perdu et d'espoir pour la possibilité de reconnexion. « Vous êtes un exemple, » dit-il, lors d'une réunion avec Laure et Richard. « Vous avez montré qu'il est possible de reconstruire, de reconnecter, même après tant de temps. » Les séances de thérapie en groupe devinrent un point fort de la semaine au manoir. Les familles partageaient leurs histoires, leurs luttes et leurs victoires. Michel et Gabriel, autrefois si isolés dans leur monde particulier, interagissaient maintenant avec d'autres enfants et adolescents qui affrontaient des défis similaires. Charlotte, observant tous ces changements, ne pouvait contenir sa joie. « C'est comme si la maison avait enfin trouvé son âme », commenta-t-elle tout en aidant Laure à organiser une petite fête d'anniversaire surprise pour les garçons. La célébration serait simple, mais significative, la première qui réunirait toute la nouvelle configuration familiale. Laure avait préparé un album spécial, mélangeant d'anciennes photographies de Caroline enceinte avec des images récentes des garçons, créant un pont visuel entre passé et présent. « Regarde », montra-t-elle à Richard pointant une photo en particulier. Le même sourire. Tous les trois ont son sourire. Richard passa doucement les doigts sur l'image, les yeux embués. Et ils ont à force, Laure, la même détermination, la même capacité à aimer au-delà de tout obstacle. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés. Dans le jardin, Michel jouait une nouvelle mélodie sur son clavier, tandis que Gabriel accompagnait avec ses mots nouvellement découverts. Laure et Richard observèrent la scène côte à côte, leur cœur rempli d'une gratitude profonde pour le miracle des retrouvailles, des secondes chances, de l'amour qui transcende le temps et la distance. Le docteur Moreau, ancien obstétricien de l'hôpital Sainte-Claire, s'assit inconfortablement dans la bibliothèque du manoir des Dufresne. Ses yeux inquiets parcouraient l'environnement luxueux, évitant délibérément les regards de Laure et Richard qui attendaient ses explications. « Je suis venu parce que j'ai besoin de soulager ma conscience », commença-t-il, sa voix tremblante, révélant le poids des années de secret. Ce qui s'est passé cette nuit-là, ce n'était pas un cas isolé. Laure serra inconsciemment la main de Richard, cherchant la force d'entendre ce qui allait suivre. Le médecin continua, ses paroles sortant comme une confession longtemps retenue. Hélène n'était pas l'instigatrice du système.
Elle a simplement profité d'un système qui existait déjà. L'hôpital, il y avait un réseau d'adoptions illégales qui fonctionnait depuis des années. Des familles riches qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, des mères célibataires en situation vulnérable. Richard se leva brusquement, les poings serrés. « Et Caroline, elle savait ?» « Non, » répondit rapidement le médecin, « votre épouse était sous l'effet. De puissants médicaments pendant l'accouchement. Quand elle a commencé à parler d'entendre 3 battements de cœur, Hélène y a vu une opportunité. L'hôpital était sur le point de faire face à une enquête et elle a offert sa protection en échange d'une faveur. » Laure couvrit son visage de ses mains, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « J'ai supplié de voir mon bébé. Ils m'ont dit qu'il n'avait pas survécu. C'était un protocole, » expliqua le docteur Moreau, la voix étranglée. « Nous disions que le bébé n'avait pas survécu. » Les mères, jeunes et effrayées, questionnaient rarement. Et quand elles questionnaient, elles étaient intimidées, compléta Laure, se souvenant de la peur qu'elle avait ressentie à l'époque. À l'étage, inconscient de la tension qui se déroulait dans la bibliothèque, Michel et Gabriel participaient à leur séance de musicothérapie. La thérapeute avait remarqué un schéma intéressant. Quand ils jouaient ensemble, leurs capacités semblaient se compléter parfaitement. « C'est comme s'ils avaient toujours su qu'ils étaient 3, commenta-t-elle à Charlotte, qui observait la séance. Regardez comment ils laissent naturellement un espace dans la mélodie, comme s'ils attendaient à que quelqu'un le remplisse. La gouvernante sourit, se rappelant comment Laure fredonnait la même mélodie que Michel jouait maintenant. « Certaines connexions sont trop fortes pour être brisées, » murmura-t-elle. De retour à la bibliothèque, le docteur Moreau sortit de sa serviette une enveloppe jaunie. Ceci appartenait à Caroline. Elle l'a écrite pendant sa grossesse, quand elle a commencé à soupçonner qu'ils étaient 3 bébés. Elle m'a demandé de la garder au cas où quelque chose lui arriverait. Richard prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée à ses enfants. « Mes bien-aimés, si vous lisez ceci, c'est que mes soupçons étaient justes. Je sens 3 cœurs battre en moi, 3 âmes différentes que j'aime déjà plus que ma propre vie. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je veux que vous sachiez que chacun de vous a été désiré et aimé dès le premier instant. S'il m'arrive quelque chose, je vous demande de rester unis. L'amour d'une mère transcende même l'absence physique. Trouvez-vous les uns les autres, protégez-vous, aimez-vous. Avec tout mon amour, Caroline. » Laure se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Dans le jardin, elle pouvait voir l'endroit où les garçons faisaient habituellement leur séance de thérapie. Elle savait, chuchota-t-elle. D'une certaine façon, elle a toujours su. Pourquoi révéler cela maintenant? Questionna Richard le médecin, sa voix chargée d'émotions contenues. Parce que d'autres cas sont mis au jour, d'autres familles, d'autres histoires, et parce que... Il hésita, regardant directement Laure pour la première fois. Parce qu'il y avait une infirmière, Marie Dubois, qui était présente lors de votre accouchement, Laure. Elle a gardé des preuves, des documents, et elle est prête à témoigner. Le son du piano de Michel traversa le silence qui suivit. La mélodie, autrefois incomplète, semblait maintenant trouver son harmonie parfaite quand Gabriel y ajoutait sa voix en un murmure doux. « Les garçons, » dit soudainement Laure, « ils doivent savoir. Pas à propos de la conspiration ou de l'hôpital, mais à propos de Caroline, de combien elle les aimait, comment elle savait qu'ils étaient 3. » Richard acquiesça, tenant la lettre contre sa poitrine. « Elle nous a fait un cadeau précieux avec ces mots. La vérité, même douloureuse, est toujours préférable au silence. » Le docteur Moreau se leva pour partir, le poids de décennies de secrets visiblement allégé sur ses épaules. À la porte, il se retourna une dernière fois. Il y a plus de familles, plus d'histoires à découvrir. Mais vous êtes la preuve que l'amour trouve son chemin de retour. Tandis que le médecin partait, Laure et Richard restèrent dans la bibliothèque, le son du piano des garçons remplissant l'espace d'une mélodie qui semblait enfin complète. Les mots de Caroline, écrits il y a si longtemps, résonnaient comme une bénédiction sur cette famille qui, contre toute probabilité, s'était retrouvée. La nouvelle concernant le système de l'hôpital Sainte-Claire fit la une des principaux journaux. M. Thibault coordonnait maintenant une équipe spéciale dédiée à enquêter sur tous les cas d'adoption suspectes des 2 dernières décennies. Chaque jour,
De nouvelles familles découvraient des vérités longtemps enterrées sous des couches de mensonges et de documents falsifiés. Au manoir des Dufresne, Laure organisait une réunion spéciale dans le jardin. Des familles de tout le pays avaient été invitées. Des parents qui découvraient des enfants qu'ils pensaient avoir perdus. Des frères et sœurs séparés à la naissance. Des mères qui trouvaient enfin des réponses à des questions qui les tourmentaient depuis des années. Il est important que les garçons voient qu'ils ne sont pas seuls dans cette histoire, expliqua-t-elle à Richard, tandis qu'il préparait les tables sous les arbres centenaires. Qu'il existe d'autres familles qui se reconnectent, d'autres histoires d'amour trouvant leur chemin. Michel et Gabriel étaient particulièrement excités ce matin-là. Avec l'aide de leur thérapeute, ils avaient préparé une présentation musicale. Michel au piano, Gabriel marquant le rythme avec un instrument de percussion adapté à ses possibilités motrices. Ils ont choisi la chanson que Caroline chantait, commenta Charlotte, aidant à organiser les arrangements floraux. Celle-là même que Laure chantait quand elle était enceinte. À mesure que les invités arrivaient, le jardin s'animait de voix, de rires et de quelques larmes. Non plus de douleur, mais de reconnaissance et d'espoir. Parmi eux se trouvait Marie Dubois, l'infirmière qui avait gardé les preuves qui avaient aidé à dévoiler le système de l'hôpital. « Je n'ai jamais oublié votre visage, dit-elle alors, tenant ses mains. Ni vos cris demandant à voir votre bébé. J'ai porté cette culpabilité pendant des années, mais maintenant je peux aider d'autres familles à trouver la vérité. » La présentation des garçons fut le moment le plus émouvant de la rencontre. Quand les premières notes de l'ancienne berceuse remplirent l'air, un silence respectueux tomba sur le jardin. Gabriel, surprenant tout le monde, commença à chanter, sa voix encore hésitante, mais claire. Trois petites étoiles au ciel, trois petits anges qui brillent, trois morceaux de mon être que l'amour va retrouver. Laure ne put contenir ses larmes. Richard, à ses côtés, tenait fermement sa main, tandis que de l'autre, il serrait la lettre de Caroline dans sa poche. Dans le public, d'autres mères, d'autres pères, d'autres enfants se reconnaissaient dans cette mélodie qui parlait de séparation et de retrouvailles. Après la présentation, tandis que les invités partageaient leurs histoires en petits groupes, une dame âgée s'approcha timidement de Laure. Elle portait une vieille boîte de photographies. « Je travaillais à la maternité à cette époque, » expliqua-t-elle, « et j'ai gardé quelque chose que vous voudriez peut-être voir. » Dans la boîte, parmi d'autres souvenirs jaunis par le temps, il y avait une photographie qui fit s'arrêter le cœur de Laure. Elle-même, 16 ans plus jeune, enceinte, souriant, à l'appareil lors d'une consultation prénatale. À ses côtés, partiellement visibles, se trouvait Caroline, toutes deux le même jour, dans le même hôpital, leur ventre rond promettant des avenirs qui semblaient si différents à l'époque. « Vous êtes arrivés le même jour pour le suivi prénatal, » expliqua la dame. Caroline a commenté comme il était beau de voir une autre mère si jeune et heureuse. Elle ne savait pas, aucune de vous ne savait. Richard observait la scène de loin, son cœur débordant d'émotions contradictoires. Douleur pour la souffrance causée, gratitude pour les retrouvailles, amour pour la famille qui maintenant se reconnaissait et se reconstruisait. À la fin de l'après-midi, quand les derniers invités partaient, Michel appela Laure et Richard près de son piano. Avec un sourire radieux, il commença à jouer une nouvelle mélodie, une qu'il avait composée spécialement pour ce jour. « Famille », dit Gabriel, sa voix plus forte et plus claire que jamais. « Notre famille ». Laure embrassa ses fils, sentant l'amour qui débordait dans chaque petit geste, dans chaque note musicale, dans chaque mot conquis. Richard se joignit à l'étreinte, complétant le cercle familial qui, bien que formé par des chemins inattendus, était plus fort et plus vrai que n'importe quelle convention sociale. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés. Dans le jardin du manoir des Dufresne, où régnaient autrefois le silence et la mélancolie, résonnaient maintenant les notes d'une nouvelle chanson, une mélodie d'espérance, de pardon et d'amour inconditionnel. La nouvelle concernant le système de l'hôpital Sainte-Claire fit la une des principaux journaux. Metibault coordonnait maintenant une équipe spéciale dédiée à enquêter sur tous les cas d'adoption suspecte des 2 dernières décennies. Chaque jour, de nouvelles familles découvraient des vérités longtemps enterrées sous des couches de mensonges et de documents falsifiés. Au manoir des Dufresne,
Laure organisait une réunion spéciale dans le jardin. Des familles de tout le pays avaient été invitées. Des parents qui découvraient des enfants qu'ils pensaient avoir perdus, des frères et sœurs séparés à la naissance, des mères qui trouvaient enfin des réponses à des questions qui les tourmentaient depuis des années. « Il est important que les garçons voient qu'ils ne sont pas seuls dans cette histoire », expliqua-t-elle à Richard, tandis qu'il préparait des tables sous les arbres centenaires. « Qu'il existe d'autres familles qui se reconnectent, d'autres histoires d'amour trouvant leur chemin. » Michel et Gabriel étaient particulièrement excités ce matin-là. Avec l'aide de leur thérapeute, ils avaient préparé une présentation musicale. Michel au piano, Gabriel marquant le rythme avec un instrument de percussion adapté à ses possibilités motrices. Ils ont choisi la chanson que Caroline chantait, commenta Charlotte, aidant à organiser les arrangements floraux. Celle-là même que Laure chantait, quand elle était enceinte. À mesure que les invités arrivaient, le jardin s'animait de voix, de rires et de quelques larmes, non plus de douleur, mais de reconnaissance et d'espoir. Parmi eux se trouvait Marie Dubois, l'infirmière qui avait gardé les preuves qui avait aidé à dévoiler le système de l'hôpital. « Je n'ai jamais oublié votre visage, dit-elle alors, tenant ses mains, ni vos cris demandant à voir votre bébé. J'ai porté cette culpabilité pendant des années, mais maintenant je peux aider d'autres familles à trouver la vérité. » La présentation des garçons fut le moment le plus émouvant de la rencontre. Quand les premières notes de l'ancienne berceuse remplirent l'air, un silence respectueux tomba sur le jardin. Gabriel, surprenant tout le monde, commença à chanter, sa voix encore hésitante, mais claire. « 3 petites étoiles au ciel, 3 petits anges qui brillent. 3 morceaux de mon être que l'amour va retrouver. » Laure ne put contenir ses larmes. Richard, à ses côtés, tenait fermement sa main, tandis que de l'autre, il serrait la lettre de Caroline dans sa poche. Dans le public, d'autres mères, d'autres pères, d'autres enfants se reconnaissaient dans cette mélodie qui parlait de séparation et de retrouvailles. Après la présentation, tandis que les invités partagèrent leurs histoires en petits groupes, une dame âgée s'approcha timidement de Laure. Elle portait une vieille boîte de photographies. « Je travaillais à la maternité à cette époque, » expliqua-t-elle, « et j'ai gardé quelque chose que vous voudriez peut-être voir. » Dans la boîte, parmi d'autres souvenirs jaunis par le temps, il y avait une photographie qui fit s'arrêter le cœur de Laure. Elle-même, 16 ans plus jeune, enceinte, souriant, à l'appareil lors d'une consultation prénatale. À ses côtés, partiellement visibles, se trouvait Caroline, toutes deux le même jour, dans le même hôpital, leur ventre rond promettant des avenirs qui semblaient si différents à l'époque. « Vous êtes arrivés le même jour pour le suivi prénatal », expliqua la dame. Caroline a commenté comme il était beau de voir une autre mère si jeune et heureuse. Elle ne savait pas. Aucune de vous ne savait. Richard observait la scène de loin, son cœur débordant d'émotions contradictoires. Douleur pour la souffrance causée, gratitude pour les retrouvailles, amour pour la famille qui maintenant se reconnaissait et se reconstruisait. À la fin de l'après-midi, quand les derniers invités partaient, Michel appela Laure et Richard près de son piano. Avec un sourire radieux, il commença à jouer une nouvelle mélodie, une qu'il avait composée spécialement pour ce jour. « Famille », dit Gabriel, sa voix plus forte et plus claire que jamais. « Notre famille ». Laure embrassa ses fils, sentant l'amour qui débordait dans chaque petit geste, dans chaque note musicale, dans chaque mot conquis. Richard se joignit à l'étreinte, complétant le cercle familial qui, bien que formé par des chemins inattendus, était plus fort et plus vrai que n'importe quelle convention sociale. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés. Dans le jardin du manoir des Dufresne, où régnaient autrefois le silence et la mélancolie, résonnaient maintenant les notes d'une nouvelle chanson, une mélodie d'espérance, de pardon et d'amour inconditionnel. Marie. Dubois arriva au manoir des Dufresne par un matin pluvieux d'automne, portant un vieux dossier usé. Son visage habituellement serein était marqué par une expression d'urgence qui n'échappa pas à Laure. « J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir », annonça l'ancienne infirmière, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle ouvrait le dossier sur la table de la bibliothèque. C'était caché dans des archives mortes de l'hôpital, avec d'autres documents qu'Hélène a tenté de détruire.
Richard et Laure se penchèrent sur la table, tandis que Marie étalait une série de documents jaunis. Parmi eux, un attira immédiatement l'attention, un registre détaillé de l'accouchement de Caroline, avec des annotations manuscrites dans les marges. Le docteur Moreau tenait un journal parallèle de tous les cas spéciaux, expliqua Marie, pointant les annotations. Il enregistrait des informations qui ne pouvaient pas apparaître dans les documents officiels. Laure retint son souffle en lisant l'une des annotations. Triplé. Conditions spéciales détectées chez 2. Procédure spéciale autorisée par HD. Séparation nécessaire pour éviter. Enquête en cours. HD. Hélène Dufresne, murmura Richard, sa voix chargée d'un mélange de douleur et de colère contenue. Elle n'a pas seulement su depuis le début, elle a orchestré tout cela. Pendant que les adultes absorbaient ces nouvelles informations, à l'étage, Michel et Gabriel participaient à une séance spéciale avec la Dreux-Mélanie. La thérapeute avait remarqué un schéma intéressant dans les compositions musicales de Michel. Une structure toujours divisée en 3 parties distinctes qui, jouées ensemble, formaient une harmonie parfaite. « C'est fascinant », commenta-t-elle à Charlotte qui observait la séance. « C'est comme si, à travers la musique, il exprimait une connexion qui a toujours existé, même avant qu'ils ne connaissent la vérité. » Gabriel, utilisant sa tablette, tapa un message qui émut tout le monde. La musique a toujours été en nous 3. Maman Laure chantait pour nous, maman Caroline aussi. Différentes voix, même amour. De retour à la bibliothèque, Marie continuait de révéler des découvertes surprenantes. Parmi les documents, il y avait une série de lettres que Caroline avait écrites durant sa grossesse, des lettres qu'Hélène avait interceptées et cachées. « Chers enfants, lut Laure à haute voix, ses mains tremblantes, aujourd'hui je vous ai senti bouger d'une façon différente. Comme une danse synchronisée, 3 petits êtres connectés par quelque chose au-delà de ce que je peux expliquer. Les médecins disent que vous n'êtes que 2, mais mon cœur de mère sait. Il y a plus d'amour ici qu'ils ne peuvent voir. » Richard dut s'asseoir, submergé par l'émotion. Elle savait. Tout ce temps, à un certain niveau, elle savait. Marie prit un autre document, celui-ci plus récent. Il y a plus. J'ai trouvé des enregistrements d'autres cas similaires à l'hôpital. Hélène n'était pas seule dans ce système. Il y avait tout un réseau de professionnels impliqués, tous se protégeant les uns les autres. C'est pour ça qu'elle avait tant de pouvoir, conclut Laure, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Elle en savait trop sur beaucoup de gens importants. Dans le jardin, la pluie avait fait une trêve et les jumeaux avaient été emmenés pour leur séance de kinésithérapie, en plein air. Michel avait apporté son clavier portable et tout en faisant ses exercices, il effleurait doucement une nouvelle mélodie qu'il avait composée. « Celle-ci est spéciale », communiqua-t-il par ses gestes. « Elle est pour nos 2 mères. » Gabriel, inspiré par la musique de son frère, commença à chanter doucement, sa voix autrefois hésitante, maintenant plus ferme et claire. 3 cœurs, 2 amours, une famille. Laure, qui les avait rejoints dans le jardin, sentit son cœur se serrer devant cette démonstration spontanée d'affection. Richard, à ses côtés, tenait fermement sa main, tous 2 témoins du miracle quotidien que représentait l'épanouissement de leur fils. Charlotte s'approcha du groupe, portant une vieille boîte qu'elle avait trouvée au grenier. « Au thé. Ah. Messieurs, je pense que vous devriez voir ceci aussi, dit-elle, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Dans la boîte, il y avait un album de photos que personne n'avait jamais vu auparavant. Les images montraient Caroline à différents stades de sa grossesse, mais ce qui attirait l'attention étaient les annotations faites par elle dans les marges de chaque photo. 3 mouvements différents, disait l'une. 3 personnalités distinctes se faisant connaître, notait une autre. Et sur la dernière photo, prise quelques jours avant l'accouchement, une annotation particulièrement touchante. Peu importe ce qui arrive, l'amour d'une mère trouve toujours son chemin. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons roses et dorés. Dans le jardin du manoir des Dufresne, une famille unique poursuivait son voyage de découverte et de reconnexion. Les révélations de ce jour ne concernaient pas seulement le passé. Elles concernaient la façon dont l'amour, sous ses multiples formes, trouve toujours des moyens de se manifester et de survivre. Me Thibault organisa une réunion spéciale au manoir des Dufresne.
Le grand salon, autrefois utilisé uniquement pour des événements sociaux vides de sens, accueillait maintenant des familles de tout le pays, toutes connectées par la même toile de secrets qui commençait à se dévoiler. Chaque histoire que nous découvrons, expliqua-t-il à l'audience attentive, nous mène à d'autres. C'est comme une toile de connexion qui a toujours été là, attendant d'être révélée. Parmi les présents se trouvait une dame âgée qui attira l'attention de Laure. Assise discrètement dans un coin du salon, elle observait tout avec des yeux embués. Quand leurs regards se croisèrent, Laure sentit une connexion inexplicable. « Je m'appelle Béatrice », se présenta la dame ensuite, sa voix tremblant légèrement. « J'étais sage-femme à Sainte-Claire il y a 20 ans. Et, avant que vous ne demandiez, oui, j'étais là le jour de votre accouchement, Laure, et celui de Caroline aussi. » Le cœur de Laure s'accéléra. Richard, qui était proche, s'approcha pour mieux entendre. « À cette époque, continua Béatrice, je n'avais pas le courage de parler. La peur, le système était beaucoup plus vaste que ce que n'importe lequel d'entre nous imaginait. Mais maintenant, elle ouvrit son sac et en sortit un petit journal relié en cuir. Je notais tout, chaque naissance spéciale, chaque procédure, suspecte. C'était ma façon de garder ma conscience vivante, même quand je ne pouvais pas agir. Les pages du journal révélaient un schéma troublant. Au cours de 2 décennies, des dizaines de bébés avaient été séparés de leur famille biologique, suivant toujours un protocole similaire à celui qui avait séparé les triplés. Dans le jardin, inconscients des révélations qui se déroulaient dans le salon, Michel et Gabriel participaient à une séance spéciale de musicothérapie. La thérapeute avait apporté un nouvel instrument, une harpe adaptée qui permettait à Gabriel, avec ses mouvements limités, de produire des sons délicats. « C'est incroyable », commenta Charlotte, observant les frères jouer ensemble. « La musique semble couler entre eux comme une conversation silencieuse. » Marie, qui avait rejoint le groupe dans le jardin, sourit avec connaissance. « Saviez-vous que Caroline jouait de la harpe pendant sa grossesse ? Elle disait que c'était le seul instrument qui faisait bouger les 3 bébés en synchronie. » Dans le salon, Béatrice poursuivait son récit, maintenant pour un groupe plus important de familles qui s'étaient formées autour d'elle. Ses paroles peignaient un tableau complexe de comment le système fonctionnait, comment des familles influentes étaient mises en relation avec des bébés disponibles, comment les registres étaient modifiés, comment des histoires étaient fabriquées. Le plus difficile, confessa-t-elle, était de voir le regard des mères quand nous leur disions que leur bébé n'avait pas survécu. Cette douleur, je la porte avec moi jusqu'à aujourd'hui. Laure serra la main de l'ancienne sage-femme. Vous êtes ici maintenant. Vous aidez à réparer ce qui a été brisé. Richard, qui était resté silencieux, parla finalement. Caroline disait souvent qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des rencontres qui étaient destinées à se produire. Peut-être que toute cette souffrance nous a menés exactement où nous devions être. L'après-midi avançait et dans le jardin, Michel commença à jouer une nouvelle composition. Elle était différente de tout ce qu'il avait créé auparavant, une mélodie qui semblait porter dans ses notes tout le poids et toute la beauté de cette histoire extraordinaire. Gabriel, utilisant sa tablette, tapa un message qui fut projeté sur l'écran installé dans le jardin. Cette musique parle de nous tous, de comment parfois nous devons nous perdre pour nous retrouver véritablement. Les familles réunies dans le salon furent attirées par la musique, et peu à peu le jardin se remplit de personnes, toutes connectées par des histoires de perte, de recherche et de retrouvailles. Certaines pleuraient silencieusement, d'autres souriaient, reconnaissant dans les notes de Michel leur propre parcours. Béatrice, observant la scène, sortit de son sac une dernière surprise, une vieille photographie de la pouponnière de l'hôpital. On y voyait 3 petits bébés dormant côte à côte, reliés par des tubes et des moniteurs. « C'est la seule photo que j'ai pu prendre avant qu'ils ne les séparent », expliqua-t-elle. « Je l'ai gardée toutes ces années, attendant le bon moment. » Laure prit la photographie d'une main tremblante. Ils étaient là, ses 3 fils, ensemble pour la première et dernière fois, avant que le destin ne les sépare pendant 16 ans. Michel, Gabriel et l'espace vide dans leur vie qui avait finalement été comblé. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, projetant des ombres dorées sur le jardin des Dufresne. La musique de Michel continuait, maintenant accompagnée par la harpe douce de Gabriel et par le murmure des conversations.
des histoires partagées, des connexions établies, des cœurs commençant à guérir. Hélène Dufresne observait l'activité, dans le jardin du manoir depuis la fenêtre de son appartement. Après des mois d'enquête et de témoignages, elle avait été libérée en résidence surveillée, mais le poids de ses actions la maintenait plus prisonnière que n'importe quelle sentence judiciaire. « Vous avez une visite », annonça son aide-soignante apportant une surprise inattendue. Laure se tenait à la porte, son visage un masque de sérénité qui cachait la tempête intérieure. « Pourquoi êtes-vous venue » demanda Hélène, sa voix faible et tremblante, si différente de la femme autoritaire qu'elle était autrefois. « Parce que nous devons fermer ce cycle », répondit Laure, s'asseyant dans le fauteuil face à la belle-sœur de Richard. « Pas pour moi, pas pour vous, mais pour les garçons. » Hélène baissa les yeux vers ses mains ridées, qui ne cessaient de trembler. « Comment vont-ils ?»« Ils s'épanouissent, » répondit simplement Laure. « Michel a composé une nouvelle symphonie. Gabriel parle. De plus en plus. Il demande de vos nouvelles, vous savez ?» Les larmes commencèrent à couler sur le visage vieilli d'Hélène. « Je ne mérite pas leur pardon, ni celui d'aucun d'entre vous. Il ne s'agit pas de mériter, » expliqua doucement Laure. « Il s'agit de guérir, de comprendre. Marie m'a parlé de votre fils, Hélène, de comment vous l'avez perdu dans le même hôpital des années auparavant. » Hélène sanglota, des décennies de douleurs réprimées trouvant finalement une issue. Ce devait être un accouchement normal, mais quelque chose s'est mal passé. Ils ont dit qu'il n'avait pas survécu. Plus tard, des années plus tard, j'ai découvert que c'était un cas de plus, un mensonge de plus. Mais c'était trop tard. Et alors vous êtes devenu partie du même système qui a détruit votre vie, compléta Laure, commençant à comprendre le cycle de douleur qui avait relié toutes ses vies. Quand Caroline est tombée enceinte, j'ai juré de la protéger, que ses enfants ne souffriraient jamais. Mais quand j'ai découvert qu'ils étaient 3, que 2 d'entre eux avaient des besoins spéciaux, j'ai paniqué. J'ai cru que je protégeais tout le monde. Dans le jardin du manoir, Michel jouait sa nouvelle composition, les notes flottant dans l'air de l'après-midi jusqu'à atteindre l'appartement d'Hélène. Elle ferma les yeux, reconnaissant la mélodie. C'était la même que Caroline avait l'habitude de chanter pendant sa grossesse. « Voulez-vous connaître un secret ?» demanda Laure, sa voix douce. « Cette musique, je la chantais aussi quand j'étais enceinte. » Sans savoir pourquoi, sans comprendre la connexion. Comme si nos âmes savaient quelque chose que nos esprits ne comprenaient pas encore. Hélène ouvrit les yeux, rencontrant le regard de Laure. « Comment pouvez-vous être ici? Comment pouvez-vous me regarder sans haine? Parce que j'ai appris que la haine n'engendre que plus de douleur, et nous avons eu assez de douleur dans nos vies. » Laure se leva, s'approchant de la fenêtre. « Les garçons veulent vous voir, Hélène, pas pour confronter ou accuser, mais pour comprendre, pour guérir. »« Je ne sais pas si j'en ai le courage, » chuchota Hélène. « Le courage vient quand nous décidons d'affronter notre vérité, » répondit Laure. « C'est ce que j'ai appris de mes fils. Chacun de leurs petits progrès est un acte de courage. » Dans le jardin, Gabriel avait rejoint son frère au piano, sa voix s'élevant claire et forte. 3 cœurs, un seul amour, une famille entière. Hélène se leva avec difficulté, s'approchant de la fenêtre. En bas, elle pouvait voir Richard rejoindre ses fils, son visage illuminé par un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. « Peut-être, » murmura-t-elle, « peut-être est-il temps d'essayer d'être courageuse aussi. » Laure toucha doucement l'épaule d'Hélène. « Demain, c'est leur anniversaire. Nous ferons une petite célébration dans le jardin. Ce sera la première fois que nous pourrons vraiment fêter ensemble, comme une famille. » « Une famille », répéta Hélène, le mot portant une nouvelle signification. Caroline serait heureuse de voir ça. Elle disait toujours que l'amour véritable trouve son chemin. Quand Laure quitta l'appartement cet après-midi-là, quelque chose avait changé. Ce n'était pas le pardon. Certaines blessures étaient trop profondes pour être complètement guéries. C'était la compréhension. C'était la possibilité d'un nouveau départ. C'était la chance de transformer une histoire de séparation en un voyage de reconnexion. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés. Dans le jardin, la musique continuait, maintenant plus douce, plus sereine. C'était une mélodie de guérison, d'espoir, d'amour qui transcende le temps, la distance et même les choix les plus douloureux. Le matin de l'anniversaire des jumeaux se leva radieux. Le jardin du manoir des Dufresne avait été transformé en un décor féerique,
avec des rubans colorés dansant dans la brise légère et des tables décorées de fleurs fraîches. Laure supervisait les derniers préparatifs, tandis que Richard aidait les garçons à s'habiller. « Tout est parfait », assura Charlotte, ajustant un arrangement floral, exactement comme il le mérite. Les invités commencèrent à arriver. Ce n'était pas une grande fête, mais chaque personne présente portait une signification particulière. Marie Dubois, l'infirmière qui avait gardé les preuves, qui avait tout changé. Béatrice, l'ancienne sage-femme, qui avait finalement trouvé le courage de raconter son histoire. Me Thibault, qui avait aidé à dévoiler la vérité. Et, la surprise de beaucoup, Hélène. Elle arriva discrètement, soutenue par son aide-soignante, son visage un masque de nervosité et d'expectative. Michel fut le premier à la remarquer et sa réaction surprit tout le monde. Il commença à jouer une mélodie douce sur le piano qui avait été installé dans le jardin, la même musique que Caroline jouait quand elle était enceinte. Gabriel, utilisant sa tablette, tapa un message qui fut projeté sur un écran proche. « Bienvenue, tante Hélène. Nous vous attendions. » Laure s'approcha d'Hélène, offrant un soutien silencieux. Richard, après un moment d'hésitation, les rejoignit. C'était un moment délicat, chargé d'émotions complexes et de souvenirs douloureux, mais aussi de possibilités de guérison. « J'ai apporté quelque chose, » dit doucement Hélène, tendant un paquet à Laure. « Ce sont toutes les photographies que j'ai gardées d'eux au fil des ans. Chaque moment, chaque petite victoire. Maintenant, elles vous appartiennent aussi. » Laure ouvrit l'album d'une main tremblante. Là était documentée la vie de ses fils pendant les 16 années où ils avaient été séparés. Premier sourire, moment de progrès, jours ordinaires qu'elle n'avait jamais pu partager. « Merci », murmura-t-elle, comprenant que ce geste était plus qu'une simple remise de photographie. C'était une forme de reconnaissance, de regret, de désir de réparation. La célébration se déroulait avec une naturalité surprenante. Michel présenta sa nouvelle composition, une pièce complexe qu'il avait créée spécialement pour l'occasion. Gabriel, surmontant sa timidité, chanta quelques mots pour accompagner son frère. Marie, observant la scène, commenta à Béatrice « Qui aurait cru que ces 3 bébés que nous avons vus naître seraient ici aujourd'hui, faisant de la musique ensemble ?» « L'amour trouve toujours son chemin », répondit Béatrice, répétant les mots qui étaient devenus un mantra pour cette famille. Richard se leva pour porter un toast, sa voix chargée d'émotion. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un anniversaire, mais un miracle. Le miracle de l'amour qui survit à la distance, au temps, aux circonstances. Caroline est ici avec nous, dans chaque sourire des garçons, dans chaque note de musique, dans chaque moment de joie partagé. » Laure compléta. « Et nous célébrons aussi de nouveaux débuts. Le courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, la force de reconstruire, de pardonner, d'aller de l'avant. » Hélène, qui était restée silencieuse, trouva finalement sa voix. « Je demande pardon, pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour le temps que j'ai volé à vous tous. Chaque jour, chaque moment qui aurait pu être différent. » Michel interrompit ses paroles avec une nouvelle mélodie, douce, gentille, pleine d'espoir. Gabriel, à travers sa tablette, exprima ce que tous ressentaient. « Le passé ne peut être changé, mais l'avenir est entre nos mains. Et nous choisissons de le construire ensemble. » Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, créant un moment presque magique. Les rideaux du manoir se balançaient doucement dans la brise, comme si la maison elle-même respirait, soulagée, enfin libérée des secrets qu'elle avait si longtemps abrités. Laure observait ses fils, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Richard, à ses côtés, tenait sa main fermement. Hélène, assise à proximité, semblait plus légère, comme si le poids de décennies de culpabilité commençait enfin à se dissiper. La musique de Michel continuait, maintenant plus douce, plus sereine. C'était une mélodie de guérison, d'espoir, d'amour qui transcende le temps, la distance et même les choix les plus douloureux. C'était la musique d'une famille qui, contre toute probabilité, avait retrouvé son chemin vers la maison. Le printemps arriva, apportant avec lui une vague de transformation au manoir des Dufresne. Le jardin, autrefois austère et formel, avait été redessiné pour devenir un espace thérapeutique où Michel et Gabriel pouvaient réaliser leurs séances en plein air. C'était leur idée, expliqua Laure à Marie, qui admirait les changements. Ils voulaient un lieu qui combine musique et nature,
où d'autres familles pourraient aussi trouver la paix. Les progrès des jumeaux continuaient d'étonner tout le monde. Michel avait commencé à donner de petites représentations de piano pour d'autres enfants à besoins spéciaux, montrant que la musique pouvait être un chemin d'expression pour n'importe qui. Gabriel, quant à lui, développait sa propre forme d'art. Utilisant un programme spécial sur sa tablette, il créait des illustrations numériques qui complétaient les compositions de son frère. Ensemble, ils créaient un projet multimédia qui racontait leur histoire d'une manière unique et émouvante. « C'est fascinant », commenta la Mélanie lors d'une évaluation. « Ils ont trouvé un moyen de transformer leur expérience en quelque chose qui peut aider les autres. L'art comme instrument de guérison. » Richard avait transformé toute une aile du manoir en un centre de soutien pour les familles affectées par le système de l'hôpital. Thibault coordonnait une équipe de professionnels qui offrait un soutien juridique et psychologique gratuit. « Chaque famille que nous aidons, expliqua-t-il lors d'une réunion, est une blessure qui commence à cicatriser. Et tout a commencé avec votre courage de chercher la vérité. » Hélène, qui poursuivait son processus de rédemption, avait commencé à travailler bénévolement au centre. Son expérience de l'autre côté de l'histoire offrait une perspective unique qui aidait d'autres personnes à comprendre la complexité des situations. « Je ne cherche pas le pardon, dit-elle lors d'une session du groupe de soutien. Je cherche seulement la chance de faire quelque chose de positif avec le temps qu'il me reste. » Un après-midi, tandis que Laure organisait des photographies pour un nouvel album de famille, elle trouva une image qui la fit s'arrêter. C'était du jour où elle avait rencontré les jumeaux, quand elle s'était agenouillée entre leurs fauteuils roulants et avait demandé la permission de rester. « Tu savais déjà, n'est-ce pas ?» demanda doucement Richard, la trouvant absorbée par la photographie. « Même sans le savoir, ton cœur a reconnu tes fils. Comme le tien a reconnu que j'appartenais ici, répondit-elle en souriant. Certaines connexions sont trop fortes pour t'être expliquées. Dans le jardin, Michel et Gabriel se préparaient pour une présentation spéciale. C'était le lancement officiel de leur projet 3 cœurs, une combinaison de musique, d'art numérique et de poésie qui racontait non seulement leur histoire, mais celle de toutes les familles qui avaient été séparées et réunies. L'événement réunit des personnes de tout le pays, d'autres familles qui avaient découvert leur propre vérité, des professionnels de santé qui luttaient maintenant pour des changements dans le système, des journalistes qui aidaient à donner une voix aux histoires qui devaient être racontées. Quand Michel commença à jouer, ses mains dansant sur les touches du piano avec une grâce qui défiait ses limitations physiques, le jardin entier sembla retenir son souffle. Gabriel, utilisant sa voix de plus en plus ferme, chanta les paroles qu'ils avaient composées ensemble. Le temps n'efface pas l'amour véritable, ni la distance ne peut rompre les liens que le destin a tissés, 3 cœurs battant comme un seul. Les illustrations de Gabriel étaient projetées sur un grand écran, racontant en couleur et en forme le voyage de séparation et de retrouvailles. Laure, assise entre Richard et Hélène, sentait son cœur déborder de fierté et d'amour. « Caroline serait si fière », chuchota Hélène, ses mains tremblant légèrement en tenant un mouchoir. Elle a toujours su que ses fils seraient spéciaux. « Ils sont plus que spéciaux », répondit Richard, sa voix étranglée par l'émotion. « Ils sont un miracle, notre miracle. » La présentation se termina par une nouvelle composition, une pièce que Michel avait créée spécialement pour ce moment. C'était une mélodie qui commençait par des notes isolées, apparemment déconnectées, qui progressivement s'unissaient en une harmonie parfaite, comme 3 vies qui, après tant de temps séparées, retrouvaient enfin leur chemin, les unes vers les autres. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés. Dans le jardin du manoir des Dufresne,